Yo, bienvenue à Tales of the Cypher. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji. Je suis avec mon pote Emile, a.k.a. Emile. What up, bruh? Yeah, boy! What's up? Let's go. C'est l'épisode 80. On est de retour après quelques semaines de pause parce qu'on a le droit, c'est l'été, on fait ce qu'on veut, c'est notre podcast. Tales of the Cypher, c'est un podcast franglais, anglais-français, dépendamment des semaines, dépendamment de nos invités, dépendamment de ce que ça nous tente de jaser sur la culture du break ici au Québec et au Canada et peut-être all around the world, baby. Mr. Worldwide. Et avant de commencer, on voulait donner un petit shout-out à notre très cher DJ chouchou, un des DJ chouchou montréalais, Benny Lava, a.k.a. B Lava, qui nous a fait un beau mix pour notre intro et outro jingle. Alors, big shout-out à Benny Lava pour cette belle contribution au podcast. C'est très, très, très apprécié. Puis moi, à chaque fois que je pars un épisode, je sais que je vais être hype à partir de maintenant. J'ai toujours été. On a toujours eu des bons. Commence l'épisode, puis tu vas faire un round the break. Let's go. Fait shout-out aussi à Rikinza, shout-out à Benito Tontable qui nous ont déjà aussi fourni des sons pour les intro jingles. Puis voilà. Si vous voulez suivre les aventures de CypherSons, c'est sur Instagram et sur Facebook que ça se passe en cherchant CypherSons. Sinon, le podcast est toujours disponible gratuitement en écoute audio sur Apple Podcasts, Spotify ainsi que YouTube. Si vous voulez écouter le podcast, c'est là que ça se passe. On vous encourage également à le partager, à en parler avec les gens autour de vous. On ouvre des discussions et on espère que ça en engendre d'autres. C'est sûr qu'on n'a pas toujours la chance de parler de tout. On n'a pas la chance de recevoir tout le monde non plus, même si vous pensez que peut-être que oui, il y a bien du monde qui sont durs à booker et ou qui n'en ont rien à cirer du podcast. Alors, on essaie d'être le plus inclusif, d'avoir le plus de monde possible, puis de prendre le temps de parler d'un peu de tout. Mais si vous avez des suggestions, vous voulez parler de quelque chose, vous avez une idée de sujet, une idée d'invité, vous pouvez nous écrire à info@cyphersons.com ou nous envoyer un petit DM sur les réseaux sociaux. On serait très content de jaser de ça avec vous. Avant de commencer, Émile, what's up? Une couple de choses qui me gardent occupé ces temps-ci, mais bien hâte qu'on commence ça juste pour parler de plusieurs jams, incluant plusieurs que j'ai manqués. Fait que... Yeah. Nice. Fait que, on a quelques semaines de pause à venir encore une fois devant nous. Nos calendriers personnels se remplissent à vue d'œil avec d'importants événements, puis des gros changements dans nos vies. Alors, on va se permettre de prendre quelques petites semaines de pause, puis on va être de retour probablement au milieu du mois d'octobre. Ce soir, avec nous, dans la conversation, on reçoit nul autre que Eric Zig Martel, a.k.a. Ziggy, a.k.a. Z-I-G, a.k.a. Your boy Zig, what up? Yo, what's up? Yo, grosse intro. Nice! Le air horn à 10h du matin. Avec la Pour elle, je pense que le prochain investissement, c'est un fucking soundboard. Genre, c'est terminé. Ça prend vraiment un soundboard. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, là, mais je ne sais pas c'est quel épisode, le numéro, là, mais allez voir l'épisode avec Asian. Yo, ben oui! Il y avait un DJ set puis un soundboard, puis il faisait comme... Ça, c'était un des bons premiers podcasts. Ben, je pense que tous nos épisodes sont bons. Il y en a des moins forts, mais comme lui, il était préparé, man. Genre. Puis il était tellement hype à l'idée de le faire. Il m'a envoyé des photos de son setup, puis tout ça. Puis comme, ça veut dire quand on a ouvert le Zoom, puis qu'on a vu sa gueule avec son fisheye. Il était sur un fisheye assis devant son clavier, man, les micros, puis tout ça. Genre, on dirait que c'était son podcast. Wow. C'était vraiment drôle. Fait qu'il il avait connecté un soundboard à son ordi, puis tout, c'était vraiment drôle. Bref, très bon épisode si vous voulez aller y retourner. D'ailleurs, on a 79 autres épisodes qui sont disponibles gratuitement sur Apple Podcasts et Spotify si vous voulez aller vous griller de quelques informations. D'ailleurs, un petit shout-out à Gildo de Québec, Studio Party Time, qui prend le temps de m'écrire à chaque fois qu'il écoute un podcast. Puis je sais qu'il s'en est canné pas mal cet été. Alors, un gros merci à Gildo qui retrace l'histoire à son tour en écoutant nos podcasts. Donc, on reçoit Zig cette semaine avec nous pour discuter de tout ce qui s'est passé cet été. L'été 2022, c'était chaud. Il s'est passé 1 million d'affaires, des gros événements comme des plus petits. Il y a eu des sessions extérieures, il y a eu des pratiques, des jams locaux, des jams d'ampleur internationale. Il y a de quoi se casser la tête, honnêtement. Il s'est tellement passé de choses. Pour moi, l'été a commencé, on en a parlé il y a quelques semaines. L'été a commencé avec le Jam de Québec qu'on avait discuté avec
Non, c'était juste moi et toi. Non, on avait discuté avec quelqu'un, mais anyway. Whatever. Donc, bref, pour moi, l'été a réellement commencé avec Zig, quand on a eu la chance de travailler sur Decipher, sur la soirée de lancement avec Fléau. D'ailleurs, qu'on n'a jamais pu vraiment émettre nos commentaires. C'est vrai. Parce qu'en fait, on a enregistré avec Monsta la veille de la soirée de lancement. Fait qu'on on ouvre ça comme ça. On ouvre les valves. Zig, tes impressions sur cette belle soirée puis sur le documentaire de Cypher, ça fait 1 mois déjà, là, et les brindilles. Comment tu as vécu ta soirée puis le lancement de toute cette patente-là? Ben, c'était une belle bébite, là, son Decipher. Léo, comme on le connaît, qui est hyper humble, puis le connaissant depuis qu'il est tout jeune, des fois, on ne s'aperçoit pas, mais je sais peut-être plus personnellement, mais il y a plusieurs personnes, pour nous autres, c'est Léo, c'est Fléau, on le voit toujours dans la scène, toute la kit. Puis à chaque fois qu'on y parle, il est hyper humble. On ne se rend pas compte parfois de tout ce qu'il accomplit, puis tout ce qu'il a fait, puis c'est gros qu'est-ce qu'il a accompli dans sa vie en tant que B-boy, puis comment il a mis aussi Montréal sur la map, souvent par rapport au break, puis d'avoir fait quelque chose comme ça, d'avoir fait un documentaire qui parlait pas des nouvelles années, il ne parlait pas de Fresh Format, il ne parlait pas de Cypher Sons, il ne parlait pas de Area 51, il ne parlait pas, c'était plus l'ancien temps quand les cassettes existaient, puis il voulait montrer cette partie-là. Fait que, ça a été... personne, je pense, s'attendait un peu à ça. Puis c'est quelque chose de hyper huge. Puis quand il est arrivé avec ça, ben, qui nous en a parlé, parce qu'on était dans la même chose, dans le même bain, Suji. Ben, pour lui, c'était « je vais faire un petit truc comme ça, là, dans une petite salle, puis toute l'équipe. » Puis c'est comme « Ben non, t'es fou. T'as-tu vu qu'est-ce que tu viens de faire? » Ben, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui seraient intéressées. Non, la salle était pleine. Puis, non, on va remplir l'Impérial, gros. Non, c'est ça, c'était ça l'idée, là. Non, on fait ça dans un cinéma, man, ça va être fou, là. Mais, puis, comme qui est, ben, OK, cool, let's go. Puis, mais, ça a bien été, ça a été, des critiques ont été merveilleuses, puis les journalistes, ils venaient, ils ont répondu à l'appel, puis ils ont fait plein d'articles là-dessus, puis c'est quelque chose qui va rester, je pense, dans... la mémoire collective. Dans la mémoire collective de tout le monde, c'est quelque chose d'important qui a été fait là, présentement. Là. Oh non, regarde, c'était fou. Oui. Qu'est-ce qui est dope, c'est que tu vois genre d'autres petites villes ou d'autres studios qui l'écoutent après et qui font des petites movie j'ai vu Québec ont fait ça, c'est hot, man. Ils préparent ça ensemble, fait que c'est vraiment cool à voir. Moi, ma première réaction, dès que je suis rentré là, je suis comme, j'ai jamais pensé de ma vie que je vais être dans un cinéma avec des estis de b-boys, genre. genre, on était quoi, une centaine? On avait un petit peu plus que 200. On était plus que 200. Shit, OK. Fait que, on était 200 b-boys and b-girls. Genre, on dirait qu'on avait tous, genre, 10 ans, mangé. Il y avait-tu du popcorn? En tout cas. Non, mais il y avait de l'alcool. C'est peut-être pour ça que tu fiquais que le monde avait 10 ans dans le mental. Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est que, tu sais, on est tous là en train d'écouter. Moi, je suis comme, je regarde, je vois genre Prototype derrière moi. Je regarde en avant, je vois un autre gars, tu sais, je suis comme, hein? Puis. C'est vrai que c'est un drôle. Tu sais, comme si tu prenais une photo de from the stage dans la salle. Ouais. C'est rare qu'il y ait autant de gens mélangés ensemble. C'est comme une caricature. Tu sais, je veux mettre la scène de break dans un cinéma. Mais tu sais, comme c'est arrivé réellement. Puis la première chose que je trouvais hilarant, en fait, c'était la deuxième chose, c'est que dès que ça commence, tu vois quelqu'un, yo, tu sais, comme toutes les dès qu'il connaît quelqu'un, yo, ça c'est mon boy, tu sais, c'est comme ça, c'était vraiment spécial à voir. Ouais. L'énergie quand ça a parti, c'était vraiment particulier. Parce que, tu sais, comme, bref, Zig et moi, on a eu la chance de travailler avec Léo sur tout le déploiement de la soirée, autant d'un point de vue comme organisation, coordination, que rendu sur place, plus la direction artistique, puis visuellement, comment on sortait l'événement. Premièrement, merci à Fléau. On y a dit déjà 1 million de fois, mais merci pour sa confiance. C'était un cool projet pour nous à Breaking Québec de participer au déploiement de cette affaire-là. Mais je trouve que autant genre, il y a eu 5 à 7 d'avant-première qui étaient comme derrière
derrière l'écran, la présentation. Il y avait déjà un vibe, il y avait quelque chose, mais je trouve que ça faisait très B-Boy Jam. Là, ça faisait comme le classique genre pre-party ou after-party, je ne sais pas trop. Là, il y avait un vibe. Puis là, quand le monde on commençait à rentrer dans la salle, j'étais comme plus sûr de c'était quoi l'ambiance. Comme je ne savais pas s'il pouvait s'asseoir puis comme il était capable de se concentrer. Non, c'est ça. Puis là, tout le monde était debout. Puis là, j'étais comme ah shit, man, comment, tu sais, comme est-ce que le monde va s'asseoir un moment donné? Genre, tu sais, comme est-ce que le monde va juste rester debout avec leur red cup dans le fucking impérial, tu sais, pour écouter un documentaire. Puis finalement, c'est ça, comme tu dis, moi, j'ai trouvé ça malade que le documentaire, il part, puis là, t'as comme senti, genre, l'énergie monter dans la salle, parce que je pense que les gens ont finalement réalisé que comme c'était ça, là, ça se passait pour de vrai. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux cassettes. Je trouve que moi, je savais, mettons, qu'on n'était pas inclus dans le documentaire parce qu'on n'a pas fait d'entrevue. Fait que j'étais comme, bon, mais probablement qu'il ne s'est juste pas rendu jusqu'à cette époque-là ou whatever. Mais j'ai trouvé ça tellement cool, justement, que le documentaire couvre une partie de l'histoire, puis apporte plein de nuances. Puis oui, ça laisse de côté certains détails, ça laisse de côté certaines informations que d'autres auraient jugées super pertinentes d'avoir dans le documentaire, d'autres peut-être moins. Mais ce que j'aime de ce genre de projet-là, c'est un peu comme, là, je ne veux pas nous donner du props là, au podcast, mais comme dans le sens que on a des conversations, ça l'ouvre des portes. Si tu veux aller chercher plus d'informations après avoir écouté une conversation d'1 heure avec Zig, tu peux faire tes recherches, tu peux aller cogner à la porte de telle personne, tu peux ouvrir la conversation et tu peux aller chercher l'information. Le documentaire trace une ligne très intéressante de ce qui s'est passé entre 1980 et 2005. Évidemment qu'en 45 minutes, on ne retrace pas 25 ans d'histoire. Si tu veux avoir des détails, tu cognes à la porte, tu lances des perches, tu ouvres des conversations, tu fais tes propres projets pour essayer d'ouvrir ces conversations-là puis d'aller plus loin. Puis je pense que c'est comme ça que l'histoire se partage. Tu sais. Comme c'est évident qu'il n'y aura pas un esti de book, de history book de l'histoire de la ville de Montréal, mais je pense que ce genre de projet-là, comme Léo a fait, ça vient juste valider à quel point il y a de l'histoire à unpack, tu sais, puis ça ne se fait pas en 45 minutes. Tu sais. Puis je pense que la nouvelle, puis je dis la nouvelle génération, je pense que les gens ne se rendent pas compte comment que c'était à ce moment-là le point fort que c'était. Ouais. Fait que de ne pas le couvrir puis que ça se perd dans le temps. Pour moi, de voir. Après ça, il y a eu des aires qui seraient intéressantes de partir, que j'appelle un peu l'ère Area 51, Illmatic, Red Mask. Puis il y en a parlé un peu de Red Mask, notre famille Lunatics, nous autres de notre côté, où ce que Tactical, c'était plus Red Mask, mais nous autres du côté de Flow Rock, c'était plus le Lunatics. Ben, c'était un air qui était. Je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte comment c'était hardcore, puis comment c'était puissant comme moment, puis le documentaire l'a bien amené, pourquoi que ça a mis autant d'emphase, il faut comprendre que dans ce temps-là, tout tournait autour de ça. Puis c'était vraiment ça qui se passait, C'était vraiment cette fameuse rivalité-là, c'est vraiment ça qui se passait, puis dans les années 80, eh bien, il est allé chercher plein d'histoires complètement différentes de différents groupes. C'est sûr qu'en creusant plus, on pourrait revenir sur, je ne sais pas moi, le groupe qui s'appelle les Jeux de pied de Saint-Hyacinthe, je ne sais pas trop quoi. Oui, parce qu'il y avait... Rapport, là, tu creuses après, tu sais. Ouais. Mais c'est un gros travail de surface qui a commencé à dig tranquillement, tu sais, tout ça, puis ça a créé de l'intérêt. Puis regarde, aujourd'hui, Radio-Canada est hyper intéressé, puis on est en train de monter un truc avec eux autres présentement, tu sais, pour justement faire sortir un peu plus tout ça. Tout ça à cause de quoi? Les Olympiques. C'est ça que ça a amené. C'est vraiment intéressant. Tu sais, il a fait une belle job, puis congrats. Une belle vitrine. Je pense que ça ouvre une opportunité de partager l'histoire enfin. Tu sais. Et pas juste enfin, mais comme dans le sens que là, il y a un intérêt, je pense, à partager, puis il va y avoir une audience définitivement qui va bénéficier de ça. Puis tu sais, c'est pas comme que c'était nécessairement... Tu sais, la réputation à Fléau, c'est pas comme qu'il faut que tu sois un dope B-boy pour que tu fasses un dope documentaire, mais à cause qu'il
il est well respected par pas mal tous les B-boys, surtout de back in the day. Ben là, ils ont fait comme, ben oui, je vais faire une interview avec toi, là, ça me ferait plaisir. Comme je veux le faire avec toi, c'est legit, j'ai confiance en toi. Puis, fait que je pense que ça a aidé aussi. Puis ben, gros shout-out aussi à Age qui a vraiment fait comme l'esthétique de ce documentaire-là. Tu sais, je pense qu'il y avait une couple de gars là, qui sont venus là, après, durant le Q&A, puis on dit comme, je pensais pas que ça allait être si cool que ça, tu sais, comme je pensais pas que ça allait être si nice que ça. Tu sais, c'est comme props, mais pas props à Fléau, tu sais. mais non, c'est ça. Puis il a fait une grosse job, puis c'est ça, là, c'est juste comme un... Nous, en tout cas, je sais que la ville le recognize pour ce travail-là, mais on veut le dire une autre fois, là, parce que je sais qu'il y avait comme un drôle de vibe vers la fin, durant le Q&A. Fait que, tu sais, il a fait un love letter à la scène de break, puis comme qu'il dit, c'est tu veux qu'on te recognize toi spécifiquement, ben fais un documentaire, tu sais, comme commence après moi, là, vas-y. Parce que Fléau, il va pas le faire pour le restant de sa vie. Là, j'ai comme remarqué qu'il y avait eu un... Ben, pas j'ai remarqué, mais comme j'ai eu des instances dans les journées suivantes, dans les semaines suivantes, de à quel point ce documentaire-là avait le pouvoir d'être fort. C'est que cet été, j'organisais des pratiques ouvertes gratuites au Rockwell à tous les lundis du mois d'août pour juste comme, tu sais, pour laisser à mes jeunes une place pour venir juste comme get down puis pas perdre le rythme jusqu'à ce qu'on reprenne les cours. Puis, tu sais, je suis ami avec certains des anciens du Rockwell sur Facebook, puis je recevais des courriels de genre yo, je peux-tu venir pratiquer, man? Puis là, je suis comme, ben oui, tu peux venir pratiquer, tu sais. Puis c'est des gars qui n'ont pas breaké depuis comme genre 10-15 ans. Puis là, ils se pointaient le lundi, tout rouillé, tu sais, genre habillé probablement comme qu'ils s'habillaient, là, genre 15 ans, tu sais, pour se mettre dedans, puis tout. Puis là, je jasais avec eux autres, puis ils sont comme, hey, tu sais, je te vois beaucoup poster d'affaires, puis nanana. Puis là, j'étais comme, hey, t'as-tu regardé, t'as-tu vu ça passer, tu sais? Puis là, les yeux s'allumaient, puis t'es comme, de quoi tu parles, tu sais? Fait que là, la semaine d'après, il revenait, puis il y a un glimpse il y a un petit moment dans le documentaire où tu vois, je pense que c'est à War is War, je crois, puis tu vois les gars de Rockwell à gauche contre, je pense que c'est Flow Rock ou Tactical, là, c'est un des deux. Puis Steph, tous les gars du Rockwell qui l'ont écouté m'ont tous envoyé un screenshot de ce moment-là, puis ils sont comme, on est dans le documentaire! C'est comme genre, c'est malade! Mais Rockwell, ils ont eu leur place. Je veux dire, la plupart des. Là, Steph, il a tellement blow up avec son studio que les gens pensent que c'est un choreo dancer qui blablabla. Mais yo, man, Rockwell a frappé fort dans le temps. Pour savoir quelqu'un qui réussit, il faut que tu l'ailles. Puis dans le temps, c'était un peu ça. Les gars de Rockwell, on les aimait pas. Là, comme, ils se prennent pour qui? Mais pour arriver là, c'est parce que tu entends parler des gars. Puis plus tes voix, plus tes haïs, plus tu danses contre eux autres, ben, à un moment donné, plus tard, ben, ça devient des amis. Mais ils ont eu leur air qu'ils se promenaient partout, puis les gars faisaient leur truc. Ils méritent totalement d'avoir leur place dans un documentaire. J'ai trouvé ça cool, comme parce que il y a un des anciens qui s'appelle Patriot, Nicolas, puis il était comme je trouve ça, il manquait telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis là, j'y ai comme expliqué c'était quoi la direction du documentaire. Puis il était comme, ok, cool, oui, c'est vrai, ok, ça fait du sens, tu sais. Mais j'ai trouvé ça hot, pareil. Puis peut-être que, peut-être que pour Léo, c'était peut-être même pas intentionnel. Mais juste le fait de mettre ce petit 3 secondes de clip-là, puis de voir après ça les gars comme, tu sais, avoir le feu un petit peu au cul de faire comme, hey, j'ai pas breaké depuis 15 ans, mais là, ça me tente. Tu sais, ça me tente de venir essayer ou comme d'inscrire mes jeunes à un cours ou d'en reparler avec mes jeunes. Puis ça, j'ai trouvé ça fucking cool. Puis j'étais comme, hey, c'est le genre d'affaire que ça va peut-être allumer le feu de comme, soit d'anciens, de vouloir s'impliquer ou peut-être que ça va se rendre chez quelqu'un qui va l'écouter dans son salon avec sa famille puis qui va donner le goût à un jeune de danser. Fait que tu sais, ce genre d'affaire-là, ça a le pouvoir d'aller loin, là, tu sais, beaucoup plus qu'une couple de mille de views sur YouTube. Là, tu sais, je pense que ça a le potentiel de vraiment faire son bonhomme de chemin, puis ça va super bien vieillir à travers le temps, surtout alors qu'on s'apprête à rentrer dans un ère comme extrêmement compétitive, puis très importante avec les Olympiques. Que diriez-vous qu'on continue? Continuons. Ensuite de ça, il y a eu Jackalope. Jackalope qui était le berceau du CDS National Breaking Championship. Je l'ai-tu bien dit, c'est? Tu l'as dit. C'était la compétition 1 contre 1 fermée
pour tous les gens qui avaient participé aux différentes qualifications canadiennes régionales pour se hisser au haut j'ai envie de dire, du classement canadien. Ouais. Et puis, c'est Hills qui a gagné chez les hommes et puis Tiff qui a gagné chez les femmes. Et ils se sont d'ailleurs... Hills s'est d'ailleurs taillé une place dans l'équipe Canada avec Bérénice, Sacha Fox et puis Matt Track. Zig, je sais que tu as comme travaillé là-dedans. Tu avais les mains, les pieds, la tête, le nez, les fesses, toute la patente au complet dans l'organisation de cet événement-là avec le reste de l'équipe de Breaking Canada. Peux-tu nous parler un petit peu du déploiement de tout ça, puis comment tes impressions sur le jam, là, comment ça s'est passé overall? Moi, j'étais là, mais derrière mon téléphone. Toi, tu avais vraiment la tête dedans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi, puis qu'est-ce que tu as remarqué à l'événement qui était particulier? Bien sûr, mais juste avant, je donne un shout-out à ton chat en arrière qui chill. Mais les auditeurs ne le verront pas, mais comme je préfère qu'il soit là que sur mon C'est drôle parce que tu parlais, puis je suis vraiment aidé là-dessus. C'est correct. Puis là, je le vois qu'il prend le temps de bien s'asseoir, qu'il regarde. Mais là, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'il regarde? Pendant ce temps-là, tu entends juste blablabla. Ouais, c'est ça. Il faut Breaking Canada. Tu répètes ma question. Non, c'est correct, j'ai compris. C'était nos nationaux. C'était dans l'Est. L'année prochaine, on va faire ça dans l'Ouest. Nice. Puis c'est vraiment intéressant. Une plateforme complètement différente. C'est la première fois qu'on commence à travailler beaucoup avec des festivals pour commencer. On regarde un peu comment ça se passe. On apprend à connaître un peu. On établit des relations. Fait que je te dirais, ça a bien été. C'est à l'extérieur. C'est sûr qu'on vit. Il y a des choses, il y a des imprévus. Ouais. Il pleuvait à un moment donné. Il a fallu interrompre. On a repris un petit peu plus tard. Jackalope, c'est une belle organisation. Fait que c'est sûr que dans le cadre du skate, du climbing et tout ça, c'était vraiment fou, je pense, pour les gens de venir, puis les B-boys et les B-girls d'assister à ça. C'était vraiment trippant. C'était le fun. C'était un trip complètement différent. On va voir l'année prochaine. Mais non, ça a été le fun. Ça a été, je pense que pour les gens aussi, ça a été... je pense qu'on a eu des bonnes répercussions de ça. Un floor qui bounçait beaucoup, je te dirais. C'est ça qui était dur. Ouais. Tu vois qu'après, tu fais « Ah, damn, OK, il va falloir parler de ça la prochaine fois qu'on regarde un événement. » Ouais. C'est toutes des choses de même qu'après, on prend de l'expérience puis on met dans nos notes pour se dire « Il va falloir pas oublier ça la prochaine fois qu'on va faire quelque chose. » Mais je pense que général, ouais, non, ça a bien été. Bien content. On a des nouveaux dans Team Canada. Il nous reste là une place pour 2 personnes, un gars, une fille. Puis on s'en va avec le team bientôt en Corée du Sud. Fait que ça c'est un nouveau trip. Shit! Est-ce que c'est vrai? Oui. Tout le team? On l'annonce officiellement. On part avec tout le team au complet en Corée du Sud la fin de semaine du 22-23 octobre. Est-ce qu'il faut que je bip ça dans le podcast? C'est quand que vous allez annoncer ça? C'est déjà, je te l'annonce live, man. Oh yeah! Okay, mettons que le podcast sort le 11 septembre, c'est correct? Ben oui, bien Parfait, sûr. super. Bien sûr. You heard it here first. Yes. Special announcement. Ça va être le fun. Nice, ben c'est cool ça. Est-ce que tu peux... J'aimerais avoir ton opinion sur le calibre, comme le calibre à l'événement. Est-ce que tu trouves que les tops respectifs, pas les tops danseurs, mais est-ce que les brackets, est-ce que tu trouves qu'ils étaient à la hauteur du calibre courant canadien, autant chez les gars que chez les filles? Tu veux dire, excuse-moi, par rapport à... Mettons, on fait un portrait du top 16 des gars, top 16 des filles qui étaient présentes dans le jour de la compétition. Est-ce que tu trouves que le calibre était représentatif du break canadien du moment? Totalement. Oh, oui, totalement. Là, est-ce qu'on a un calibre mondial? Ça, c'est une autre chose. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Okay. On a moins de filles qu'on a de gars. Je pense que c'est le même dans la scène au complet. Ouais. Mais tu sais, ouais, non. C'est pas mal représentatif. Mais il y a quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, c'est à quel point qu'il y avait beaucoup de B-girls avant. Puis, fin des années 90, puis que là, présentement, on en a tellement moins.
Je ne sais pas si c'est les autres styles de danse. Tu sais, ayant eu un studio, je sais. Je me souviens en 99, là, je pars loin, là, mais ça a été sûrement l'année que Flow Rock a fait le plus de spectacles. On avait là, je pense, si on n'a pas fait proche de 100 shows par année pour l'année 99, là, Wow. juste un an, c'était proche de là. Mais tu sais, après ça, avec le venu des groupes chorégraphiques, tout le kit, on a commencé à avoir moins de spectacles, puis c'est eux autres qui ont pris plus de place. Fait que je me pose la question si, dans ce temps-là, où que la danse de rue était le break, est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de femmes dans notre scène de break? Je ne sais pas. Tu sais, je me pose des fois la question à savoir c'est où ce que ça a dévié un petit peu, tu sais, parce qu'on a vraiment beaucoup moins de femmes dans notre scène présente. Ouais. Mais je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé de ça, là, mais nous, en 2000, mettons, nous, nos grosses années, c'était en 2009-2014. Puis comme, tu sais, je me rappelle, il y avait des années où Under Pressure, tu avais comme 1 ou 2 full squad juste de B-Girl. Il y a eu un Legs Anniversary aussi où il y avait, c'était le crew Seven to Smoke, il y avait un B-Girl Army aussi. Moi, je suis déjà allé comme donner je sais pas si c'était un atelier où j'étais juste comme allé aider Lynx à l'UQAM, mais comme elle avait genre une classe remplie de 30 B-Girls. Tu sais, comme il fut un temps où il y avait genre, il y avait beaucoup, beaucoup de B-Girls. Moi, c'est cette era-là que je me questionne. Ouais, Genre, c'est ça. tu sais, Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Était où la transition entre les deux? Puis, tu sais, peut-être après ça, c'est la faute. Je sais pas. J'essaie de pointer la personne, tu sais. Pas la personne, mais est-ce que c'est nous autres, les B-boys, qui a mal intégré les B-girls? Mais, tu sais, en même temps, pour nous autres, on n'intègre pas personne, on fait juste viens au jam puis that's it, tu sais. Ouais. Fait qu'on n'a pas d'arrière-pensée négative par rapport à ça. C'est pas qu'on veut pas t'intégrer. La scène est faite de même. Puis veut pas, vu que c'est une scène qui vient de New York. J'en parlais il n'y a pas longtemps dans une autre entrevue. Tu sais, il faut se dire, je pense aussi, tu sais, vous avez déjà été à New York, dans le Bronx. Ouais. Ben, tu sais, quand tu t'en vas là-bas et tu rencontres une femme qui vient du Bronx, elle n'a pas le même mindset qu'une fille qui vient, mettons, de Saint-Hyacinthe. Je vois pas de quoi tu parles. Je veux dire, tu sais, elle vient du ghetto, elle vient de la rue, elle a une compréhension complètement différente, elle a un rawness complètement différent. Fait que je me dis des fois, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tu sais, quand à un moment donné, si tu penses que ça devient trop dur, puis le petit côté, on peut-tu dire masculin, je ne sais pas, ou tu sais, très hardcore de la scène de break, fait que ça l'enlève de l'intérêt ou bien ça fait peur un petit peu plus aux B-girls à ce moment-là, tu sais. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai l'impression que la scène n'a peut-être pas été inclusive. Totalement. Puis accueillante. Mais moi, je ne pensais pas à ça. J'allais le mentionner, mais Suji l'a dit, là, pour moi, c'est comme quand on a commencé durant ce 2009 à 2015-14, il y avait beaucoup de B-girls. On était connus pour la scène qui avait beaucoup de B-girls. Les gars de Toronto arrivaient, oh shit, il y a beaucoup de B-girls ici. Ouais. Fait que je me rappelle de ça, puis j'étais comme, non, on en avait beaucoup de B-girls. Est-ce qu'il y en a moins, on va dire, à cause de la pandémie? Puis c'est pas nécessairement, peut-être à cause de cette pause-là, parce que la scène était quand même dead pendant, genre, on va dire, un bon 2 ans. Puis il y en a qui pratiquaient, il y en a qui l'ont mis de côté. Puis peut-être ça, c'était comme un petit side effect, qu'il y a un petit peu moins de B-girls. Mais là je peux pas mal garantir qu'avec tous les événements qui se passent, toutes les B-girls qu'on voit quand même, tu sais, que chaque jam, chaque gros jam, partout au monde, a toujours une catégorie B-girl. Puis qui met le cash prize autant que pour les B-Boys, que je ne sais jamais pourquoi c'était moins ou plus, tu sais, en tout cas. Fait que, tu sais, on commence à voir ça beaucoup plus, fait que je suis pas mal sûr que là, surtout avec les Olympiques, tout ça, on va en voir plus, là, tu sais, puis on a des tu sais, c'est pas comme qu'on a le Team Canada, c'est pas comme qu'on a 3 B-Girls de l'Est puis personne de l'Ouest, tu sais, ou comme, on a un bon petit mélange, puis c'est le fun à voir, puis, tu sais, c'est quoi son nom? Emma, qui kill ça, qui est de l'Ouest. T'as Tiff qui kill ça de l'Est, tu sais, puis t'as Be Nice, toutes les autres. Fait que... Sacha Fox qui est au milieu, en plus, tu sais, ben c'est ça. Ouais. Fait que ça va sûrement se revenir. Moi, je pense que peut-être la pandémie était un petit side effect là, qui a fait comme, bah, peut-être c'est le temps de regarder sur d'autres styles ou même juste arrêter de breaker, je sais pas.
Mais là, c'est sûr que là, je vois comme une bonne voie positive là, pour les Big Girls avec tous les événements qui se passent. Puis il y a des super belles initiatives, genre Rise of the Big Girls, qui étaient comme, genre, absolument incroyables. Là. Ça avait l'air d'un rêve, là, cette affaire-là, comme c'était un fucking film. Là. Suivre ça sur les réseaux sociaux, cette affaire-là, c'était incroyable. Puis ce que j'allais dire, c'est que je trouve que la beauté de notre communauté de Big Girl ici, c'est qu'on a comme des mentors puis des exemples qui sont vraiment, genre, qui sont vraiment des gens exceptionnels. Là. Je pense à comme Lynx, Vic, Radio, Cléo, tellement Hélène. Il y a tellement de gens qui ont fait de grandioses choses avec la danse puis avec leur pouvoir dans la communauté. Que, comme, je pense qu'on a des exemples qui sont vraiment incroyables. C'est juste comme, est-ce qu'il va y avoir des initiatives ici aussi qui vont être déployées pour offrir plus d'espace, plus de ressources, plus d'informations. Je ne sais pas, est-ce qu'on est dans une. Est-ce qu'on est dans un ère de fidélisation au break ou est-ce qu'on est dans un ère de découverte pour les Big Girls? Est-ce qu'il faut plus d'infrastructures, plus d'événements? Je ne sais pas. Ça serait vraiment une conversation qui serait super intéressante à avoir parce que moi aussi, je trouve qu'en effet, c'est comme. Il y a du dope talent, mais il n'y a pas la masse. Est-ce qu'en tant que tel, c'est un problème? Ou c'est... Non, je pense pas que c'est un problème parce qu'en fait, c'est juste qu'on voit on voit le potentiel puis on voit qu'est-ce qui est là. Mais je te dirais qu'à Breaking Canada, c'est comme présentement, c'est un des main trucs qu'on essaie que ça fait partie dans notre tête qu'on essaie de travailler le plus possible. Puis faut juste le pousser. Il y a des nouvelles Big Girls qui fait d'autres styles de danse, puis que maintenant, ils commencent à merge dans le break, puis ça commence à pousser, mais il faut juste continuer à en parler ouvertement, il faut juste les amener, mais je pense que les B-Boys, il faut qu'ils jouent un rôle là-dedans. Mais si on parle on pense à des personnes comme Angela, mettons. Yo, Angela, hanche qui mange, let's go. Yo, man, nasty. Je l'ai croisé en fin de semaine, puis j'étais comme, tu sais, je root tellement pour qu'elle soit genre plus... on l'amène dans le dark side, man. Ouais. Mais yo, parce qu'en tout cas, c'est malade, genre, elle a passé l'été en Europe, elle a fait du gros, elle a fait du gros voyage, puis elle a vécu plein de belles affaires là-bas. On s'en est parlé pendant 3 secondes, mais comme, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup avec elle quand elle commençait le break, puis j'ai eu la chance de faire partie de son parcours il y a plusieurs années, puis comme danseur incroyable. Genre, elle est incroyable, elle danse super bien, super bon all-around, très funky, très groovy, puis en même temps, elle a une bonne compréhension du break, puis de l'esthétique, puis tout ça. Fait comme, moi, c'est ça. Je suis Team Angela, je root pour qu'elle blow up la patente. Je pense que c'est un de nos futurs, tu sais, comme dans les upcomers, il y a deux personnes de même, je pense qu'au Québec, plus que ça, 3-4 big girls qui sont vraiment intéressantes qu'on check du coin de l'œil. Tu sais, il y a Karine, qui est souvent ici, là, tu sais, qui est vraiment dope. Angela, Metziza, quelque chose. OK. C'est quoi son nom? Vraiment intéressante aussi. C'est sûr que Mercedes reste aussi comme vraiment intéressante aussi. Yo, Big Girl Ace, man. Big Girl Ace, pour nous autres, c'est genre c'est pas une valeur question de temps. C'est une question le secret weapon. Ouais, c'est ça. Exactement. Il faut juste qu'elle continue puis qu'elle s'inspire de plein de choses. Mais puis sa petite sœur aussi va devenir incroyable. Ouais, c'est malade. Ouais, donc, on l'a rapidement mentionné, il y a des nouveaux membres qui s'ajoutent à l'équipe Team Canada. Yep. Tout ça encore, je pense que c'est un concept qui pour plusieurs est assez nouveau. Là, tu viens de nommer quand même quelque chose qui est assez freaking big. Là. C'est que là, tout le monde s'en va en Corée as a team. C'est vraiment débile. C'est une grosse opportunité. Je pense que ce qui va être intéressant pour la communauté aussi, c'est de voir, mettons, il va se passer quoi avec le Team Canada? Genre, le Team Canada, ils font quoi? Genre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont soutenus, supportés? Genre, tout ça, je pense que ça va être super intéressant à suivre de près de loin parce que je pense que ça va donner aux gens un peu une compréhension de comme ça veut dire quoi. Parce que sinon, au final, porter la feuille d'érable sur un chandail, comme ça mange quoi en hiver, là, cette affaire-là? Je pense que ça va vraiment être super intéressant de suivre
la progression puis le développement de tout ce programme-là de Breaking Canada, toute cette bébête-là, je pense que ça va vraiment être très, très cool. Fait que vraiment hâte de voir ça. Team Canada en Corée du Sud, 22 octobre. Est-ce que tu y vas? Oui, je vais. Ouais, c'est moi qui est avec le team. Nice. Moi puis Véchis, on est ensemble. Nice! Avec des petites casquettes, là, Coach Zig. Là, puis... Ça va être écœurant. Wow! Félicitations, man. C'est vraiment cool. Je savais pas ça. C'est un beau trip. On va être à Toronto le 15 octobre pour les finales de Red Bull. Puis après ça, on reste là-bas, on se fait un petit camp, puis on part le 18. Puis on va. C'est quand même 20 heures d'avion là-bas. Là. C'est malade. Chose, hein. Puis je vais aller voir aussi un vieux chum. Là, j'ai déjà écrit. Là, Dark Horse. Oh yes, ben oui, man. Nice. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, puis je vais pouvoir le visiter. Mais ça va être intéressant pour tout le monde. Puis, tu sais, il faut se dire que juste vite de même, parler du team, on rentre en année olympique. Fait que, tu sais, quand tu penses un 4 ans, là, pour vraiment tomber dans un. Là, on l'apprend, nous autres mêmes. Tu as les 2 premières années, tu builds quelque chose sans vraiment rentrer personne dans ton team. Tu es juste en train de construire ta structure, tout ça. Puis la 3e année, eh bien, ça bouge beaucoup. Les 2 dernières années, là, c'est des années qui bougent extrêmement. Fait que 2023, tu te promènes partout avec l'équipe, puis tu pousses l'équipe le plus possible, puis tu établis ton horaire, puis tu amènes eux autres compétitionner le plus possible. Tu essaies de trouver des sponsors, tu essaies de... Tu sais, c'est tout ça qu'en arrière, on essaie de pousser le plus possible, puis essayer de trouver qu'est-ce qui peut faire, étudier le système Trivium. Ouais. À un moment donné, tu te rends compte, mais pourquoi que c'était. Puis ça, c'est sûr que ça modifie ton break, mais on parle pour les Olympiques. Il faut que tu étudies cette plateforme-là qui fait pourquoi qu'une personne comme Jeff Rowe, mettons, gagne beaucoup de compétitions présentement. Il comprend la méthode de jugement. Quand tu étudies ça, là, cette fameuse méthode-là, là, tu comprends un peu plus qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner des points. On va en reparler de Jeff Rowe tout à l'heure. OK. Mais, parce que j'ai une opinion sur Jeff Rowe. En fait, juste rapidement, long story short, si tu peux expliquer, genre, Trivium, rapidement, peut-être c'est quoi les points dont vous évaluez, parce que moi, je l'ai pas vu face-to-face. Mais tu sais, j'ai pas suivi ma formation Trivium, j'en sais vraiment léger dessus, mais tu sais, Threefold, c'est celle à 3 branches, à 3 volets. Puis celle de Trivium, c'est à 7 volets. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui rentre, qui fait une entrée, tu as 7 catégories que tu le juges. Qui est basé sur Body, Mind, Soul, mais qui est plus défini sur tous les aspects. Fait que quand il est en train de danser, tu es déjà en train de mettre des pointages sur sa musicalité, sur sa fondation. Est-ce qu'il se déplace dans l'espace? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'il, tu sais, comme là, tu as tout ça, tu as 7 volets comme ça, que tu donnes des points sur une entrée, puis tu as 30 à 45 secondes pour donner des points. Puis après ça, la deuxième personne rentre à ce moment-là. Puis quand même un juge juge sur toutes les catégories. C'est pas comme tu as un juge par catégorie. Là. Exactement. Tu te souviens dans le temps de Dizzy qui faisait le Hour System, là, il engageait une personne. Non, c'est vraiment toi tout seul qui a suivi une formation. Il te montre dans la formation pourquoi que, tu sais, puis il donne un exemple sur une entrée, mettons, de quelqu'un, pourquoi que c'est lui qui aurait dû gagner, mettons, à ce moment-là. Là, j'en vois déjà qui me dit ouais, mais là, le break, c'est subjectif. Mais là, si tu vas aux Olympiques, tu n'as pas le choix d'établir une vision commune pour juger d'une certaine façon. T'sais. Fait que là, mais je te dirais que le système de points est quand même bien fait. C'est pas mal déjà dans comment qu'on le voit. Mais c'est juste que quand ça arrive, il faut que tu décroches ton mind sur l'ensemble, sur qu'est-ce que tu aimes, puis plus y aller catégoriquement sur tous les aspects qui se passent. Puis à la fin, honnêtement, tu es capable de voir qui est le plus complet. Tu sais, c'est différent. Puis on sait qu'en tant que la communauté de break, c'est dur pour nous de prendre des choses différentes dans notre scène. Mais en même temps, c'est bon parce que ça donne... C'est plus clair. Tu sais, c'est comme, yo, pourquoi j'ai perdu? Ben, tu sais, Section 1.2, voilà. Tu sais, c'est pour tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme tu as des arguments un petit peu de ce côté-là. Puis, tu sais, c'est juste un petit peu plus clair de ce côté-là. Oui, c'est un différent
peut-être pas complètement différent, mais c'est un différent style de break ou de battle. De battle, je veux dire. Mais tu sais, au moins, on a comme des arguments puis des points à montrer que, ben, il te manquait ça, tandis que l'autre, il a fait ça. C'est de la logique, tu sais. Pourquoi que B-Boy Pocket perd tout le temps ses battles? À un moment donné, t'es comme, yo, le gars, il a les meilleurs powers au monde, tu sais. C'est comme, pourquoi? Ben, yo, c'est évident, c'est parce qu'il fait juste des powers, puis il fait pas de footwork, il fait pas de ci, il fait pas de ça. Mais tu sais, là, après ça, toi, t'es en train de dire, mais oui, mais yo, je peux gagner si je fais juste un top rock parce que je suis trop mine. Non, man, mais là, dans un contexte olympique, il faut que tu aies du power, il faut que tu aies de la dynamique, il faut que tu te promènes sur scène, il faut que tu fasses de la musicalité, il faut que tu aies. Mais tu sais, un real B-boy, mais là, je dis un real B-boy, mais tu sais, quelqu'un qui prône la musicalité et la fondation, dis-toi que ça doit avoir ça aussi dans ton entrée. Sauf que quelqu'un qui fait des trucs et qui va faire des hands up, parce que ça a été une grosse discussion ici pendant des années, tu sais. Des hands-up, puis a sa place aussi dedans, puis il y a un autre aspect qui est important aussi dedans. Tous les aspects sont importants. Il faut que tu sois complet. Puis tu l'as dit, c'est très important de le souligner, ces 4 mots-là que tu as dit, dans un contexte olympique. Exact. Okay? Pas pareil dans un jam local, puis je vais t'avouer que si je vois un dope top rock, puis le gars il fait un half-ass power, mais dans un contexte olympique, très bonne nuance. C'est là que tu sais le fameux discours qu'on dit depuis le début, où il faut qu'il y ait des jams underground. Ça, c'est notre fondation. C'est là que je pense que c'est ça qui va sauver notre scène. Si on prend, là, présentement, on n'aura pas de problème. Pour aller aux Olympiques, là, je pense qu'on est dans lune de miel, ça va être beau. Mais dans 15 ans d'ici, 10-15 ans, je vais te dire où va être la problématique. La problématique va être le kid qui n'a pas connu zéro jam underground, qui va voir ça aux Olympiques, qui va avoir toute la structure autour de lui, qui va être établie par rapport aux Olympiques, puis que là, il va commencer par rapport à ça. Là, c'est là que les jams underground vont être importants, puis les gens qui vont teach ça, qui, dans un contexte olympique, vont devoir amener ce kid-là pour donner cette essence-là canadienne. Parce que c'est ça qu'on parle le plus à notre team. Essayer de garder c'est quoi notre flavor canadien. Ouais. C'est ça. La problématique, c'est si tout devient Trivium, which it shouldn't happen. Mais c'est ça la problématique. Exactement. Si tout devient Trivium, c'est là qu'on est dead. Exactement. Exactement. Parce que le break va être une saveur, va être cette façon-là, puis là, on va avoir plein de Robocop. On fait souvent le parallèle avec le skate, mais je pense que, mettons, le bon exemple, ça serait, mettons, les X Games, puis les petits park sessions où est-ce que les gars ils se pitchent des 20$ quand ils réussissent des tricks. C'est comme, je pense qu'il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il continue il faut qu'on continue d'avoir Jeudi Jarry, Cypherology, toutes les sessions qui sont organisées par tout le monde pour avoir des événements qui sont des moments qui sont plus organiques, puis d'autres qui sont plus organisés, mettons. Puis je pense que si on garde cette ligne-là bien distincte, bien, je pense qu'un ne va pas empêcher l'autre de vivre. Puis, je veux dire, je pense qu'il y a tellement de défendeurs de notre art form qui existent et qui s'expriment par rapport à ça que je pense que le underground ne va jamais mourir. Il va sans doute être affecté, mais il ne va jamais mourir. Puis le commercial ne va jamais mourir non plus, mais il va peut-être être affecté par la non-présence de certains acteurs du underground. Moi, je le vois comme ça. C'est qu'il risque d'avoir toujours comme des b-boys très, très genre puristes ou comme plus pour le underground, d'autres plus pour le commercial, d'autres qui vont chiller au milieu. Puis la seule réelle défaite de tout ça, en fait, c'est que certains danseurs ne vont jamais aller d'un bord ou de l'autre. D'un bord et de l'autre, mettons, tu sais. Puis c'est ça la seule chose qui est triste. C'est que le commercial n'aura jamais la chance de voir certains danseurs underground. C'est ça. Ouais. Totalement, puis ça va amener aussi, tu sais, je pense que l'underground va s'en rendre compte un petit peu plus tard, mais ça va faire grossir l'underground aussi en même temps, tu sais. Parce que t'as beau faire tout ce que tu veux dans la vie, puis de sauter sur un doigt comme tu veux, tourner sur le nez, ou whatever comme tu veux, man. Mais tu es toujours de retour aux sources à un moment donné. Je vais faire un autre parallèle louche avec le skate, là, mais comme vous allez probablement comprendre. Tu sais, on s'entend, Vans,
c'est très, je veux dire, Vans, c'est un brand commercial, mais c'est des brands comme Vans qui sont capables de créer des infrastructures comme le Vans Skatepark du Stade olympique pour une communauté comme la communauté de skate de Montréal. Puis au final, c'est autant les pros quand il y a des événements qui vont là que le kid de Schlag qui va rider là avec ses chums le samedi soir, avec une Pabst dans les mains. Là, tu sais. Fait comme l'underground bénéficie du commercial dans ce genre d'exemple-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous, on est capable, en tant que communauté, d'aller chercher les ressources des infrastructures, de ce genre d'infrastructure-là pour faire bénéficier les gens de la culture underground du break. Je pense que c'est la question se pose, puis c'est là que ça va être intéressant. Tu sais. Les grosses business qui vont vouloir s'impliquer dans le monde du break, est-ce qu'ils vont faire réellement attention ou est-ce qu'ils vont réellement contribuer autre qu'au déploiement de grands événements à notre communauté, avec des infrastructures, avec du soutien, avec des sponsorships, avec des locaux, avec des espaces de pratique. Je pense que c'est ça qui va être cool de voir se déployer si on va dans cette direction-là. Il faut qu'on ait des produits aussi. Un skate, il y a tellement de produits. Ben oui, affiliés. Ouais. Là, nous autres, de notre côté, à part des c'est quoi qu'on est capable d'offrir? Des chapeaux, des hats pour tourner. Je sais que Storm, présentement, c'est lui qui a vraiment les meilleurs chapeaux pour le break, tout le kit. Il est rendu avec des pads d'intérieur qui est fait comme des vrais helmets. Ouais. À l'intérieur, tu t'en rends pas compte, c'est l'air d'une casquette, puis en même temps, c'est le fameux tissu. Ouais. Je pense qu'il va falloir aussi à un moment donné qu'on établisse ça. Ouais, je vais partir un brand de knee pad, mon gars, man. Moi, je suis un b-boy qui break avec des knee pads depuis 18 ans, man. J'ai jamais eu de problème aux genoux, man. Ils font real, man. Fight, man. C'est le même nom, man. Bro, ton slogan va être You Need It avec un KN. You need it. Je suis comme, yo, t'es pas real, tout le kit. Check ma tête, puis de cheveux, man. Puis cheveux, tout, tu sais. Avec toutes des montagnes sur ta tête. Les gars, realness, man. Le temps file, mais on a encore quand même pas mal de choses à discuter. Émile, la semaine passée, tu t'es prêté au jeu de Jack of All Trades qui avait pour une première fois une édition break. On en a discuté avec Monster Pop, avec Aya, pardon, désolé. Si vous n'avez pas écouté cet épisode-là avec Aya, je vous recommande d'aller l'écouter. C'était une super belle conversation. On va de long et en large, on creuse dans le concept, l'histoire, la raison d'être de tout Jack of All Trades. Pour ceux qui auraient manqué les explications, ils sont également sur l'Instagram de Jolt Festival. Si vous regardez les vidéos, vous avez besoin de contexte, puis tu sais éventuellement quand ça va sortir. Tout est là, mais Émile, je te passe le micro parce que je sais que toi, tu es allé tenter de te qualifier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi? Oui. Non, puis malheureusement, encore, c'est l'histoire récurrente que j'ai pas beaucoup de temps au jam. Puis d'ailleurs, je voulais demander Zig un petit peu comment qu'on différencie un petit peu les trois jams qu'on avait, là, qui étaient Jolt, qui étaient Districts, puis qui étaient Jackalope. Mais pour moi, c'était super cool. Je trouvais que c'est le fun. C'est sûr que je trouve ça tough un jam durant la semaine, mais en même temps, je t'avoue que Haya, il y a plusieurs styles qu'il veut mettre dans ce festival-là, puis il doit sûrement avoir aussi comme pas nécessairement le plus de flexibilité en termes de scheduling qu'il peut avec Place des Arts. Fait que déjà Dope qui était capable de faire ça, c'est sûr que quand tu veux avoir plein de styles, ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis d'ailleurs, moi, je l'aurais fait pareil parce que je ne suis pas le genre de personne qui va dire j'aime pas ça les jams où tu as dans la même journée break et hip-hop et locking et whatever. C'est trop. C'est trop, puis le monde sont fatigués et sont plus down. Fait que c'est bien qu'il ait différencié ça par journée. Je trouvais que c'était super dope. C'était, j'allais dire on time, presque on time. C'est comme c'était on time, c'était bien organisé. Puis c'est ça, après ça, j'ai vu du footage. Puis d'ailleurs, Zig, tu pourras en parler, mais j'ai vu du footage comme après dans le top 8. C'était super cool là, au Club Soda. Fait que peut-être on peut parler en même temps là, parce qu'on n'a peut-être pas tout le temps. Non, on peut prendre le temps anyway, là, mais comment est-ce que, parce que moi, là, je t'avoue, moi, j'étais overwhelmed durant le début de l'été, début du mois d'août où Jay me dit, je suis comme, yo, bro, c'est quoi les différences, là? Là, il y a Districts qui s'en vient, il y a Joke qui s'en vient, il y a ça, il y a tous ces one-on-one. Est-ce que ça, c'est le même jam? Non, c'est tous des jams différents. Fait que, toi, en tant qu'organisateur, puis tu es aussi un juge chez Jack of All Trades, comment tu différencies peut-être si on peut faire ça, long story short, les vibes, tu sais, comme tu avais le vibe Jackalope, tu avais le vibe Jolt.
t'avais le Vibe Districts qui avait aussi une catégorie Breaking for Gold qui m'a encore fuck up dans la tête avec toutes les catégories qu'il y avait. Fait que comment est-ce que tu différenciais ça? Puis je te fais j'ajoute un petit quick shout-out. Beth, qui était dans le 2 contre 2 à Districts, il m'a dit comme yo bro, comme le jam était fucking dope. Il m'a dit comme c'était super dope, tu sais, comme fallait que tu sois là pour vraiment le voir, là, mais le vibe était différent. C'était dans un mall, le monde le voyait, c'était pas commercial, c'était raw en même temps. Fait que parle-moi de ça là, avant que j'en parle trop de moi-même. Okay. Premièrement, il faut que tu dises que Jackalope et puis Districts Breaking for Gold, dis-toi que c'est une continuité. Ouais. C'est plus, là, c'était plus nos nationaux, c'était fermé, c'était sûr que c'était une continuité de nos régionaux. Là, on se ramasse dans des nationaux. Maintenant, le team là, la plupart des gens qui ont fait Breaking for Gold, ça a été les tops qui se sont classés dans les nationaux. C'est surtout eux autres qui se ramassaient dans le Breaking for Gold. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment la continuité sur une histoire d'Olympique. C'est hyper technique, mais en même temps, on essaie de garder Montreal Style. On s'est fait dire beaucoup que dans tous ceux qui venaient à travers le pays entier, ceux qui avaient expérimenté les événements WDSF, celui de Montréal a été le plus fresh qui existait jusqu'à présent. La manière qu'on a traité nos athlètes avec des loges, les snacks, quelque chose à boire, on leur offrait des cadeaux, l'organisation, ça a été incroyable. Pour ce qui est de Jack of All Trades, ben, c'est conceptuel. C'est quelque chose qu'on voyait, que Legs faisait dans le temps. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, comme des fois, il y avait des 2 contre 2, puis à un moment donné, tu dansais avec une canne, tu faisais telle affaire. Écoute, pour moi, là, puis ça, c'est pas juste parce que Aya, il est dans mon crew, là, Fresh Format represent, mais si on met les deux côte à côte, puis on se dit c'est quoi l'un, c'est quoi l'autre, ben Jack of All Trades, c'est un vibe, c'est une énergie, c'est raw, tu vois le break d'une différente façon quand tu le fais, un peu comme Sans Luxe quand ils font leur événement, tu te mets à regarder le break d'une différente façon. Mm-hmm. Fait que les gagnants d'un Jack of All Trades ne vont pas être nécessairement la personne qui a gagné les Olympiques ou whatever de même. Ça va être un B-boy qui a un break un peu, pas expérimental, mais un peu différent parce qu'il va jouer avec les concepts que Jack of All Trades te donne. Fait que je te dirais, Jack of All Trades, ouais, c'est un vibe complètement différent. C'est juste de l'énergie. Quand tu étais dans la place puis le monde gueule, l'énergie lève, faut que tu sois là pour expérimenter qu'est-ce que Jack of All Trades te donne comme vibe. Sur place, quand tu te ramasses au Club Soda, venez faire un tour, venez sentir cette énergie-là. C'est complètement fou. Là, ce qui est du 2 contre 2, ben, on savait qu'il allait avoir quelque chose de hyper technique. Puis on n'a pas voulu faire un jam qui était sanctionné par WDSF la journée d'avant. On avait eu des kids, on était supposé avoir des kids, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? À cause que c'était le début de l'école, tout simplement, puis les parents étaient juste... Si les écoles de danse n'ont pas commencé, si la plupart des centres communautaires, toutes les kits n'ont pas commencé, on ne va pas avoir des jeunes. Fait qu'on l'a transformé en 2 contre 2. Puis ce qui a donné que les gens de l'international qui venaient ont décidé de le faire. Puis on a essayé de rendre ça à la freestyle session. Tu sais, la bonne vieille année, lorsque c'était dans un mall, à un moment donné, là, c'était ça le vibe qu'il y avait pour le samedi. C'était malade. Tu sais, de voir, là, à un moment donné, là, j'ai pris à un moment donné 2 secondes, puis le docteur parlait, puis là, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais à la table technique. Puis à un moment donné, j'ai juste levé les yeux, puis j'ai commencé à regarder partout. Il y avait du monde, même sur les rangées d'établis comme ça, puis regardait. Ouais. Ça faisait très IBE, genre. J'allais dire mini IBE, là. Ouais. C'était malade, man. Fait que, tu sais, puis on gardait un côté rawness où ce que les jugements n'étaient pas basés sur des points. Tu sais, c'était comme le système de ça, mais c'était un fader. Fait que tu plaçais gauche ou tu plaçais droite tout simplement sur celui-là qui gagnait. Puis il n'y avait pas de système de trivium ou de threefold. Fait que, ouais, fait que je te dirais, c'est à recommencer. Si c'est à refaire, je pense que ce fameux truc-là de 2 contre 2, ça avait un peu ce petit côté-là,
Raw, mais pour les gens, c'était le fun parce que c'était plein, man. C'était plein. Les médias étaient là, tout le monde était là. Ouais. Monsieur et madame, tout le monde venait checker. Mais en même temps, comme tu dis, on a essayé de garder le roundness où on ne voulait pas arrêter le jam. Fait que Districts, ils sont hyper ouverts. Ils ont vraiment un beau mind où même les visions artistiques, ils t'écoutent puis ils les mettent en œuvre. On avait demandé un deuxième plancher, la même chose qu'il allait avoir sur le floor. On l'avait créé une barrière, on l'avait mis à côté pour essayer de créer un mini-jam sur le side aussi en même temps, fait qu'on ne perdait pas le flow. Ouais. Les gens pouvaient sentir qu'ils étaient dans une bulle à ce moment-là, mais on était dans un ball. Fait que non, c'était fresh, man. C'est pas comme un stage, un cypher, that's it, c'est ça. Ou un stage, pas de cypher. Ouais, exact, encore pire. Ouais. Puis comment ça, il y avait... Ben, peut-être c'est parce que je n'étais pas là, j'ai remarqué, il n'y avait pas tant de crew montréalais. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup dans les prélims. Encore, je n'ai pas vu, mais comme j'ai vu comme un petit peu Toronto, beaucoup d'Allemagne ou de Belgique. Ouais, c'était quoi un petit peu ce vibe-là? Genre, je sais que c'était international. Je vais prendre la balle au bon, mettons, sur celle-là. parce que j'étais t'étais là-dedans, t'es dans l'organisation. C'est ça, j'étais là-dedans, mais comme plus c'était des points de vue des coms et tout ça. Le move de changer pour un 2 contre 2 open, c'est fait très dernière minute. Puis d'un point de vue communication, il y avait tellement de choses qui se passaient. Puis il y avait tellement de différents genres d'informations qui avaient à être partagées puis à partir en circulation que j'ai l'impression qu'il y a une portion de peut-être cette opportunité-là de faire un 2 contre 2 puis d'attirer des gens qui ont comme glissé parce que justement, il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait autant de jokes que le Breaking for Gold event, que là, il y avait le 2 contre 2. Il y a plein de choses qui se passaient, puis je pense que ça a peut-être il y a peut-être des gens qui l'ont littéralement juste pas vu passer. Il y avait beaucoup de confusion aussi. Je veux dire, changer un événement, comme flipper en une semaine le concept d'un événement à un autre, c'est un travail comme extrêmement difficile, puis c'était un gros roulement de dés, là, comme Zig, là, je ne sais pas à quel point on a besoin d'être transparent par rapport à ça, mais comme la décision de changer pour un 2 contre 2 open, ça s'est fait vraiment sur une gosse, là, si vous me permettez l'expression, là, comme ça a été très rapide, très dernière minute. OK, est-ce qu'on est capable d'exécuter ça? C'est quoi les pour, les contre? On est-tu capable de changer le concept? De tout adapter l'exécution en X nombre de jours? Oui, OK, go, on le fait. Puis là, quand ça a parti, c'était comme, OK, il faut communiquer de telle façon, il faut dire telle affaire. Mais même si tu écris des mots, ça ne veut pas dire que le monde va lire. Fait que là, les instructions étaient là, les paramètres étaient là, tout a été annoncé adéquatement, toute l'information nécessaire a été faite, les gens qui étaient inscrits pour les Kids Battle ont été informés du changement. Mais au final, moi, je crois qu'il y a une portion de tout ça qui est due à la communication, qui a fait en sorte que peut-être les gens ne se sont juste pas pointés parce qu'ils ne savaient pas. Et je vais quand même dire qu'il y a quand même eu 17 équipes de duo, parce qu'en même temps que tu es en train de parler, je suis allé sur le site pour essayer de voir. On avait-tu moins de monde d'ici? Mais on avait quand même pas mal, on avait plus de la moitié qui venait du Canada. Fait que on avait quand même beaucoup de monde, mais ce n'était peut-être pas ceux qu'on voit normalement dans nos affaires, comme justement J-Bugs, Bev Jang. On avait 2 groupes de kids, puis shout-out à eux autres parce qu'il y a des kids qui ont fait. Nous autres, on voulait participer, mais on va le faire pareil. C'est Et puis ça, on parle encore là, de Ace, Kenyan, puis tu sais, fait que ça a été vraiment intéressant, mais tu sais, Agnew le fait, pas Agnew, mais les frères. Les 2 autres frères Colentes. Les 2 autres frères, mais tu sais, je sais, puis là, peut-être que si quelqu'un écoute ça, va dire « Ah non, c'est pas vrai, j'ai pas participé à cause de ça. Mais il y a aussi le fait, mets-toi dans un concept, un contexte plutôt international. T'amènes un jam international à Montréal. On l'avait beaucoup dans le temps avec Juste pour rire. Constance le faisait. Puis là, toi, en tant que B-boy qui commence, est-ce que tu vas, normalement, qui fait des jams dans un parc ici et là, tu vas-tu aller compétitionner nécessairement contre mettons, des Battle Droids qui viennent de la Belgique ou whatever comme ça, ou n'importe qui vient d'un autre pays, le Mexique? Peut-être que non, tu sais, c'était vraiment international. Fait que peut-être ça a eu, je pense,
une petite répercussion aussi, peut-être, cette affaire-là. Comme Suji l'a dit, une semaine d'avance, ça a été pondu, cette affaire-là. Fait que hyper dernière minute, mais les gens sont quand même venus regarder. Ouais. J'ai vu beaucoup de gens qui participent normalement, qui sont venus juste enjoy. C'est ça. Ouais, puis c'est ça. Peut-être c'est ça, peut-être un petit peu, peut-être là où est-ce qu'il y avait peut-être un manque, là, c'était genre la scène montréalaise, peut-être. Là. Ouais. Il y avait beaucoup de Canadiens, il n'y avait peut-être pas beaucoup de la scène montréalaise qui était là, genre les Usual Suspects, là, mettons, là, qu'on se serait attendu à voir. Peut-être que oui, en effet, c'est ça. Il y a un peu de monde qui était plus là pour chiller. Les gradins étaient comme relativement pleins. Il y avait beaucoup de monde qui était juste là, justement. Là, fait que, mais ouais, au final, je pense que c'est un jam visuellement super intéressant à regarder aussi. C'est très impressionnant, autant dans les gradins que sur les sidelines ou que regarder en haut à partir des clôtures. Comme, je pense que c'était vraiment, visuellement, c'était très, c'était vraiment sick. Ça a vraiment donné un beau... je sens que c'est l'épisode, c'est le podcast sous Zig, là. OK. Fait, comment que ça a été le comment que ça a été le one-on-one? C'était quand même différent, I assume, là. Breaking for Gold, c'était genre un différent... pas concept, mais tu avais d'autres compétiteurs qui n'étaient pas dans le 2 contre 2. Comment que ça a été? Ça a bien été. On a eu beaucoup de monde qui sont descendus. On a eu une chance à Breaking Canada on était vraiment chanceux. Les districts, l'équipe de districts, quand ils ont appliqué pour un Breaking for Gold, un événement Breaking for Gold, il faut dire que le challenge, celui qu'on avait à Montréal, était celui le plus bas de la série Breaking for Gold. Fait que tu as Breaking for Gold Challenge, tu as Continental, je ne me trompe pas, puis tu as les World ou quelque chose comme ça. Puis, quand que WDSF a annoncé comme quoi que Montréal allait être le premier événement WDSF qui donnait les points pour les Olympiques, c'est là que ça a tout parti en couille. C'est ça. Là, c'est devenu fou. Là, on a reçu beaucoup de messages des fédérations. Puis ça a été vraiment là, un travail qui était hyper rough. Je le sens encore dans mon corps aujourd'hui, je te dirais, là. De répondre à tout le monde, de faire des lettres d'invitation, de dealer avec l'histoire des visas. Tout ça, ça a été vraiment comme beaucoup de messages parce que là, tu te rends compte aussi comment tous les pays deal de leur côté avec leur team Belgique, team Germany, puis toute l'équipe. Là, tu parles à des fédérations à ce moment-là. C'est quand l'annonce a été donnée, ça a été fou pour nous autres. Fait que, ça a mis vraiment Montréal sur la map, niveau organisationnel. Ça nous a ouvert la porte, peut-être aller plus loin. Puis ça, je veux dire, c'est fou parce que, c'est ça. Tout est dans les mains de Districts aujourd'hui, puis c'est à regarder s'il y a quelque chose qui peut se produire, mais ça a été un nom je pense qu'il peut avoir quelque chose de le fun, sans trop en dire, mais dans le futur, mais je pense qu'il y a des belles choses qui vont en couler de tout ça, parce que justement, ça a été un succès sur toute la ligne. À part notre streaming numéro 2 qui a mal été. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Nice. Suji, toi, tu voulais en parler de Jeff Rowe? Ben, c'est parce que... OK. Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, OK. Mettons, mais faudrait qu'on rappe là-dessus, mettons. Okay? Mais okay. Jeff Rowe, c'est pas un b-boy que j'aime. Okay? Je n'aime pas... Non, mais c'est pas le genre de break que j'aime. Okay? Visuellement, je trouve des fois, il y a comme... je ne trippe pas sur sa forme. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu corny ce qu'il fait. Par contre, je trouve que d'avoir un gars comme Jeff Rowe qui pète tout dans des grosses compétitions internationales comme ça, je trouve que ça conserve justement tout ce qu'on a nommé un peu plus tôt par rapport à l'essence, puis par rapport au ism du break. Comme, il connaît en effet la formule du Trivium, probablement à ce point-ci. Il l'a probablement étudié. Puis je trouve que c'est un b-boy très intelligent dans les battles. C'est un très bon battle cat. On l'a vu dans la finale contre JC Fresh. Si vous n'avez pas vu le vidéo, je vous invite à aller le voir. C'est sur le YouTube de Districts. C'est super, c'est une super belle finale, mais tu vois au final que Jeff Rowe était vraiment
plus expérimenté que JC Fresh d'un point de vue battle one-on-one international. Jeffro est super intelligent dans son break, la façon dont il utilise des burns, la façon dont il danse, la façon dont il place ses moves. C'est pas nécessairement les moves qui pètent le plus. Il est juste intelligent dans la façon dont il package sa présentation. Mais au final, Émile, c'est avec toi que je parlais de ça cette semaine qu'on s'est parlé au téléphone. Je trouve que Jeffro, c'est un mélange de Heat Rock et de Gravity. Comme il flippe comme Gravity, puis il utilise la musique un peu comme Heat Rock. Tu sais, comme il est comme un peu entre les deux, genre. Ouais, je comprends. Il est comme lanky un peu, puis powerful, mais des fois, je trouve que ça fait un peu sloppy. Mais c'est ça. Mais son packaging de battle, il est comme intéressant. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'il pète tout. Mais en tant que tel, il y a quelque chose. Il y a de quoi, genre, tu sais, que ouais. Ben, il sait comment battle. Il sait comment battle, mais je suis comme pas capable de. Tu sais, je suis pas capable de faire genre. Pour moi, c'est pas un fresh B-boy, là. Je sais pas. Il y a plein d'affaires intrigantes. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de matériel dans ce qu'il fait. Puis il y a plein de petites affaires qui sont pas dures à faire, mais qui installent une après l'autre. Tu sais à qui me fait penser, moi? Moi, il me fait penser à Genesis. Oui, tellement! Genre Genesis 3.0. 3.0. Si Genesis aurait poussé son break, je pense qu'il aurait été ce genre de B-boy-là. Parce que c'est plein d'affaires où ce qui roule, il va faire quelque chose. Tout est petit, mais comme quelqu'un qui rentre à quelque part, c'est hyper rapide. C'est un Genesis 3.0. Yo, tellement! Ouais, shit! Ouais. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire sur Jeffro. Puis je vais juste te corriger, la finale, c'est sur Breaking for Gold YouTube channel. Ah, c'est que t'es bon, man. C'est ma job en plus de savoir ça, man. Tu vas sur YouTube, puis that's it. Je vais être fire. Puis, ben c'est ça. Je pense qu'on devrait juste comme se laisser là-dessus, parce qu'il y a un million d'autres affaires qu'on pourrait parler, mais comme le temps file, puis il faut qu'on profite de notre fin de semaine. Mais c'était très, très dope, très intéressant. Je pense que si on aurait pu continuer probablement pendant 1 heure, parce qu'il y a des petits sujets qu'on n'a pas eu la chance d'explorer. Zig, avant qu'on te laisse filer, y a-t-il quelque chose que tu voudrais comme plugger? Y a-t-il un truc qui s'en vient, qu'on devrait rester à l'affût? Tu as droppé une pas pire bombe avec l'histoire de la Corée, c'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Puis qu'est-ce que les gens peuvent faire pour rester à l'affût des prochaines aventures de Zig? Mais continuez à checker qu'est-ce qui se passe avec Breaking Canada présentement, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Présentement, on est sur on essaie d'allier pas mal toutes les provinces, puis tout ce qui se passe présentement au Québec, on met le même modèle du Québécois, québécoise à travers les autres provinces. Fait qu'à venir, ben, vous allez voir maintenant popper bientôt tous les événements à travers le Canada entier. On unifie vraiment la scène au complet. Ça va être intéressant. Suivez les aventures du Team Canada au complet. Là, les autres vont rentrer en compétition. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des championnats, il va y avoir des jams aussi. Mm-hmm. Mais est-ce que ça va être par rapport à rentrer dans Team Canada? Pas nécessairement rendu à ce point-là. Il va rester, comme je dis, il reste 2 places. Il y en a déjà qui sont déjà presque assurés d'y être. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, le lendemain des Olympiques, ben là, c'est Day Zero. On recommence, puis on fait quelque chose. Mais regardez tout ce qu'on build. Puis restez là, puis donnez le plus possible. La force qu'on a ici, c'est l'enseignement. On est deux provinces. Là, je parle, mettons, au côté Québec, puis côté Vancouver, tout ce qu'il y a British Columbia. C'est les 2 grosses provinces où on produit des jeunes de fous. Le fait que, je veux dire ça aussi, là, maintenant, l'année prochaine, pour les nationaux, ça se passe à Vancouver. Et puis, tout ce qu'on fait pour les régionaux, pour les jeunes, on les amène aux nationaux à Vancouver aussi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de vraiment big. fou. Fait que c'est huge aussi de faire ça. Puis on est en pourparler aussi avec les États-Unis pour regarder si on n'est pas capable de créer un Amérique du Nord, un jam ou quelque chose de même. Malade. Tout est là, man. Très excitant. Très, très excitant. Je pense qu'on va t'avoir ici souvent, Zig. Tu vas être notre third unofficial host. Je vais amener un keyboard. Il faut que j'emmène quelque chose. On va t'acheter un micro aussi. On va trouver de quoi. Avant de vous laisser partir, big shout-out à tout le monde qui écoute le podcast. C'est ça, moi, j'étais comme relativement présent in real life dans plusieurs des événements.
dans le dernier mois. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent le temps de venir juste nous donner un petit peu de love par rapport au podcast, puis qui posent des questions. Puis là, vous revenez quand? Puis là, quand est-ce que vous allez avoir tel gars? Quand est-ce que vous allez avoir telle personne? Quand que moi, je vais dans le podcast. Ouais, c'est ça. On les a tout entendus. Fait que, inquiétez-vous pas, Tales of the Cypher, ça s'en va pas nulle part ailleurs que dans vos oreilles. Il faut juste être un peu patient des fois par rapport au contenu, puisqu'on le fait vraiment. On le fait quand on a du temps, quand on a le goût, puis quand il y a quelque chose qui nous pop dans la tête. C'est ça. Fait que soyez indulgents, continuez de supporter. Si vous voulez faire partie du développement de Tales of the Cypher, ben, écrivez-nous info@cyphersons.com. Toujours ouvert à discuter. Merci à Zig d'avoir accepté l'invitation, participer à cette conversation-là. Si vous avez des opinions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager, à nous en faire part. On n'est pas la vérité absolue. On fait juste partager nos opinions puis essayer d'engendrer des conversations. Émile, t'as dit tes shout-outs? Non, man. Merci pour tout le monde. Vraiment aux organisateurs. Là, c'est vraiment comme Zig. Je sais que tu as une immense partie de tout ça. Fait que merci à toi. Merci à Haya, à tout le monde qui ont fait des jams durant l'été. C'était super important. Surtout après, on parle encore de tout ça, là, mais après la pandémie, juste avoir des jams, c'est super important. Fait que merci aux organisateurs. Puis on to the next. Let's go. All right. Merci, Zig. Peace.